On m'a demandé très gentiment de lancer cette matinée de travail. Donc je m'appelle Pierre Mathieu, je suis le directeur de Sciences Po Lille. Je suis également professeur de sciences politiques, donc je me dépêche parce que j'ai cours dans quelques minutes. Alors, pourquoi on vous accueille d'abord parce qu'on est une école publique et on fait comment dire, on est très attentif au fait de répondre favorablement aux demandes d'accueil dans des locaux qui en plus sont plutôt bien situés et pas mal rénovés, avec juste la contrainte en ce moment d'une entrée qui est plus compliquée que d'habitude parce que évidemment on a dû basculer en plan Vigipirate renforcé. Je considère qu'on est une école de service public, une école qui est attachée à permettre la diffusion d'enjeux de société. Et je pense que parmi les très nombreux ou trop nombreux enjeux de société que nous avons à gérer en France depuis quelques années, il y a la problématique des personnes en situation de handicap, visibles ou non visibles, sachant que le non visible a été mis à l'agenda quand même beaucoup plus récemment, hein, n'est-ce pas? Et puis, alors évidemment, dans la fonction publique, hein, puisque évidemment nous sommes une école de service public, nous sommes des fonctionnaires, donc on a cet attachement à comment dire, permettre que des débats autour de ces questions-là puissent avoir lieu dans un lieu neutre, entre guillemets, ici, c'est-à-dire que vous pouvez vous exprimer tranquillement. Quand la caméra aurait été coupée, vous pourrez dire tout ce que vous pensez, tout ce que vous avez sur le cœur. Moi, je serai parti, donc c'est pas grave, je risque rien. Mais voilà, donc c'est important. Puis après, effectivement, à notre niveau, alors on est une école, il n'y a pas énormément de salariés, donc on est comment dire, cette problématique de la gestion des personnes en situation de handicap, soit qu'on va recruter, soit des personnes qui, entre guillemets, déclencheraient un handicap du fait, par exemple, d'un cancer, alors qu'elles sont déjà salariées. C'est une question qu'on a à gérer, mais qui évidemment est très peu importante au vu du nombre de personnes qu'on a dans notre école. Mais on a aussi, et c'est pas directement dans vos sujets, mais je pense qu'on a aussi un enjeu qui est important, c'est les étudiants en situation de handicap. Alors évidemment, c'est pas directement dans votre focale, mais on voit apparaître depuis quelques années la problématique de la manière de gérer, d'accueillir et de gérer les situations d'étudiants ayant un handicap non visible. C'est-à-dire que historiquement, on sait faire, avec le handicap visible, mais avec le handicap non visible, on a constaté, par exemple, juste pour vous donner un chiffre qui est quand même assez intéressant et sur l'évolution de nos sociétés, c'est que sur le concours d'entrée dans l'école, maintenant on a pratiquement 10% de candidats qui sont candidats avec un temps partiel, enfin un temps dédié, lié à une reconnaissance de handicap non visible, le plus souvent non visible. Donc ça interroge sur une transformation des choses, et ce qui pose beaucoup de problèmes d'abord de gestion du concours, puisque on a parfois beaucoup de salles, puisqu'on a presque un handicap non visible par candidat, avec des problématiques très différentes, avec des contraintes très importantes, vous savez, il faut du matériel pour certains, un secrétariat pour d'autres, etc., etc. Donc c'est devenu quelque chose de problématique, de problématique pour nous, un enjeu. Et puis évidemment, ensuite, lorsque les élèves sont accueillis dans l'école, il s'agit aussi d'être attentif à ces élèves. Donc on a toutes les problématiques de signalement aux enseignants d'une situation de handicap non visible, mais de respect évidemment de l'anonymat et de la discrétion, etc., etc. Donc, et je pense que sur le plan culturel, en quelque sorte, que ce soit des étudiants ou des personnels, si on s'en tient au handicap non visible, il y a une bascule à réaliser et une forme d'acculturation des établissements à conduire. Je crois qu'on est tous prêts à faire face et à être le plus accueillant possible, mais ce n'est pas si évident que ça. Mais je pense que j'enfonce une porte ouverte devant votre public, parce que je pense que vous êtes parfaitement conscient de cela. Et ce n'est pas si évident que cela. Et je terminerai en disant qu'on fait faire des mémoires chaque année à des étudiantes et des étudiants en 4e année. Et l'année dernière, j'ai dirigé un mémoire, alors également qui est aux lisières de vos objets de recherche, mais sur l'accueil des personnes en situation de handicap en milieu scolaire ordinaire. Et très passionnant sur la manière dont le système scolaire, vous avez peut-être vu la semaine dernière cette enquête menée auprès des professeurs des écoles qui explique que l'école inclusive leur pose énormément de problèmes. En fait. Je ne sais pas si vous avez lu cette enquête qui est assez
intéressante et un peu embêtante. Donc voilà, j'ai fait faire un mémoire à une jeune fille dont une sœur est en situation de handicap et qui, en gros, pour des raisons personnelles, voulait travailler là-dessus. Donc, pour vous dire que vous êtes dans un endroit, disons, où on est intéressé pour des raisons de sciences politiques, de droit public, de sociologie, etc., sur ces problématiques-là. Donc, c'est tout naturellement qu'on a répondu favorablement à votre demande. Et je vous souhaite donc une très bonne matinée de travail dans des locaux qui sont au calme. On est jeudi, donc il y a moins de cours. Et puis, voilà, j'espère que tout se passera bien pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais me présenter déjà, Isabelle Chavot, donc directrice territoriale au handicap pour les Hauts-de-France, hein, donc je suis la locale de l'étape. Donc je vais déjà rappeler pourquoi donc, le choix du cancer et la thématique de cette matinée. Marine Neuville, notre directrice générale, interviendra tout de suite après moi et donc expliquera quel est l'objectif en fait, de ce Tour de France des handicaps invisibles. Pierre Mathieu a déjà parlé d'ailleurs hein, de la notion d'invisibilité hein, du handicap pour certains types de handicap, donc il a bien introduit cette matinée à ce sujet. Alors le cancer, pourquoi? Puisque dans la région, on est dans une situation avec des indicateurs très dégradés en matière de cancer. Hein. C'est 32 661 si le portail internet hein, de l'ARS porte les bons chiffres, un nouveau cas qui sont donc estimés sur une année. Hein. Donc on est vraiment sur une situation de dégradation hein, des situations de cancer et se pose en fait un sujet essentiel hein, qui est celui pour les personnes pour lesquelles la détection du cancer vient d'être réalisée. Le sujet en fait c'est le sujet du maintien dans l'emploi pour une grande partie hein, des agents de la fonction publique. Donc il y a vraiment aujourd'hui ce sujet du maintien dans l'emploi ou vers l'emploi pour certains. Alors, il y a une statistique hein, qui m'a beaucoup parlé. Hein, sur 1000 cas nouveaux par jour en France, 400 personnes sont en activité. Et sur ces 400 personnes en activité, on va avoir globalement 20% des personnes qui, à l'issue de 5 ans de situation de cancer, ne seront plus en situation de travail. Hein. Donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui. Et on va le voir au travers de cette matinée. Un certain nombre d'interlocuteurs hein, vont s'exprimer donc ici même hein, sur des tables rondes, 2 tables rondes qui vont être organisées. Ces 2 tables rondes vont porter sur justement pour la première le maintien dans l'emploi ou retour au travail suite à un cancer. On le verra, il y aura des intervenants qui sont à la Ligue contre le cancer, donc un représentant, le vice-président départemental qui sera présent, également le docteur Van Lemins hein, qui va vous parler là d'une étude hein, portée dans le cadre d'un programme européen donc sur la métropole européenne de Lille, hein, mais donc on resituera ensuite cette étude. Il y a également Canceratoire qui est présent ce matin et qui nous parlera de ces entreprises, alors entreprises au sens général, d'ailleurs je préfère utiliser le terme employeur, donc de ces employeurs qui aujourd'hui sont associés à des démarches pour le maintien dans l'emploi de leurs agents ou salariés en fonction du privé ou du public. Hein. Je rappelle que 20% de l'emploi est un emploi public hein, aujourd'hui, donc le FIP hein, représente bien ces 20% d'employeurs publics. Et puis, deuxième table ronde, là on verra une expérimentation plus régionale hein, portée par le centre de gestion hein, du Nord, et puis la ville de Toulouse, Toulouse Métropole précisément, ville de Toulouse, hein, l'association des deux, qui, avec son représentant, Frédéric Lacasse, qui s'exprimera également sur les solutions aussi ou les débuts de solutions qui peuvent être apportés. Au travers de cette journée, on aura un aiguillon, Ada Abdelli, qui représente le sujet du handicap pour une petite série hein, qui est Vestiaire, qui est très connue. Ada Abdelli qui sera notre aiguillon tout au long de cette matinée pour faire vivre cette matinée. Je voudrais remercier de la présence de l'ARS hein, qui accompagnera la parole de Marine Neuville, tout de suite après Marine Neuville, Thierry Véjux hein, qui représente l'ARS et qui s'exprimera au nom de l'ARS, Agence régionale de santé. C'était évident hein, d'associer cette agence qui plus est à une convention avec le FIP. Alors, je voulais également, parmi les remerciements, remercier Flore Sagnier qui est à la manœuvre depuis des mois sur l'organisation de cette matinée que nous espérons la plus profitable pour tous
possible. Karine Delannoy, qui je pense est encore à l'émargement, qui représente la fonction publique hospitalière, qui est la référente handicap mutualisé, un poste financé par le FIP. Donc deux personnes avec qui je collabore, on fait une petite équipe au quotidien. Je voulais remercier l'AGFIP. On a la présence d'Yvan Talpart qui a mobilisé également des référents handicap du secteur privé. Donc aujourd'hui, vous avez parmi nous à la fois des référents handicap du secteur public, mais également du secteur privé. Et puis tous nos partenaires au quotidien, je pense au réseau Cap Emploi, donc Muriel Boubert-de Vos qui représente donc ce réseau via la structure Keops. Remercier également le centre de gestion du Nord, mais également les autres centres de gestion qui sont vraiment à la manœuvre. La PFRH, alors PFRH pour les gens du privé, c'est la plateforme Hot-Torchy qui est présente parmi nous avec une collaboratrice de la PFRH. Donc nous avons au niveau des services de l'État une plateforme RH qui est représentée par Hot-Torchy ce jour. Remercie aussi la directrice de la communication du FIP, Nicole Freinet, qui ne lâche rien, qui est toujours présente à nos côtés. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Je vais laisser Marine Neuville me succéder, ensuite Thierry Jux, comme je le précisais, et puis nous aurons un mot de conclusion par notre présidente, Françoise Descamps-Cronier, qui est présente ici même au premier rang. Et donc, je la salue également. Bonjour à tous, donc Marine Neuville, directrice du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Alors moi aussi je vais commencer par quelques remerciements, mais très rapides. Déjà Monsieur Mathieu, pour son accueil au sein de ce magnifique bâtiment de Sciences Po Lille. On est vraiment accueillis dans de très bonnes conditions pour échanger ensemble ce matin. Isabelle Chavot, bien sûr, directrice territoriale handicap de la région Hauts-de-France, qui s'est impliquée avec beaucoup de cœur et d'énergie pour l'organisation de cette rencontre ce matin, avec l'appui de Nicole Freinet, directrice de la communication du FIP. Alors c'est important de se retrouver aujourd'hui à Lille, puisque comme vous le savez, le FIPHFP est un établissement public national, mais sans les territoires et l'action locale, nous ne pouvons rien faire, nous n'aurons aucun impact sur l'emploi des personnes en situation de handicap. Et on le sait, c'est vraiment au niveau des territoires que les actions se mènent pour être au plus près des besoins des employeurs publics, des personnes en situation de handicap et coordonner les actions de l'ensemble des acteurs. Et votre présence nombreuse ce matin montre votre implication et votre mobilisation sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est la 6e étape du Tour de France des handicaps invisibles organisé par le FIPHFP. Nous en avons déjà réalisé 5, il en reste encore 12 en métropole et en outre-mer, donc c'est vraiment une dynamique très, très encourageante. Alors pourquoi le Tour de France du handicap invisible? Eh bien, comme vous le savez déjà peut-être, parce que aujourd'hui, 80% des personnes en situation de handicap qui travaillent ont un handicap qui ne se voit pas. Voilà, Monsieur Mathieu en a parlé tout à l'heure pour les étudiants, eh bien c'est encore plus vrai dans le monde du travail. Et donc c'est important qu'aujourd'hui, à travers ce Tour de France, nous rendions visible le handicap invisible, non pas bien sûr pour le stigmatiser, mais pour montrer qu'il est possible de travailler avec un handicap invisible et pour se mobiliser tous ensemble, FIP, employeurs publics, partenaires, pour permettre une insertion professionnelle réussie de ces personnes en situation de handicap. Alors chaque étape de notre Tour de France porte sur un handicap invisible spécifique. Et aujourd'hui, comme cela vous a déjà été dit, nous allons parler plus spécifiquement du cancer, un mal invisible mais qui affecte malheureusement un grand nombre de personnes et qui ne se voit pas toujours dans le monde du travail. Alors je vais compléter les quelques chiffres donnés par Isabelle tout à l'heure. Nous avons aujourd'hui effectivement 1 million de personnes qui travaillent avec ou après un cancer. 3 personnes sur 5, et parmi les personnes qui sont guéries, 3 personnes sur 5 qui sont guéries ont encore des séquelles invalidantes qui les gênent au quotidien dans leur travail, que ce soit des douleurs, de la fatigue, une limitation physique, une santé mentale altérée. Donc on le voit, le cancer a un impact vraiment très significatif sur la situation professionnelle des personnes qui en souffrent. Aussi, le FIPHFP est-il très mobilisé sur le sujet. Nous avons déjà conclu un bon nombre de partenariats. Isabelle Chavot en a cité quelques-uns. Travail et cancer du sein dans les entreprises et les organisations avec le Nouvel Institut. Donc tout à l'heure, effectivement, nous parlerons des travaux de l'expérimentation menée avec Toulouse Métropole.
mais également des travaux menés avec le CDG 59 et le CNFPT Nord et Région des Hauts-de-France. Donc je ne vous en dis pas plus. Nous avons également un projet innové dans le maintien en emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle avec l'ANACT et l'INCA pour un projet d'innovation en environnement réel d'un modèle élargi et d'outillage de maintien en emploi et de prévention de la désinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans l'emploi public. Et puis nous allons prochainement signer un tout nouveau partenariat avec le GHU APHP Centre Université Paris-Cité. Ce sera un projet assez innovant puisque une équipe hospitalière unique en France va regrouper sur un même site hospitaliers-oncologues et médecins de santé au travail pour mettre en place un réseau pluridisciplinaire précoce d'accompagnement et de soutien au maintien et au retour à l'emploi pour les personnes atteintes d'un cancer. Donc beaucoup de projets, mais au-delà de ces projets, et vous le savez encore mieux que moi, le cancer est un handicap qui revêt des formes multiples, qui est relativement complexe. Chaque type de cancer a un impact différent sur la vie professionnelle et donc ça nécessite vraiment de mettre en place des mesures adaptées à chaque situation personnelle. Aussi, il est vraiment important qu'on puisse tous se retrouver ce matin pour en parler, pour échanger sur nos réussites, mais aussi nos difficultés, pour partager les bonnes pratiques et voir ensemble comment mieux accompagner les personnes qui ont souffert d'un cancer et développer l'emploi de ces personnes dans le secteur public. Donc un grand merci pour votre présence. Je pense que voilà, les échanges de ce matin vont être riches d'enseignements. Et je vous remercie beaucoup de vous être mobilisés sur ce sujet qui nous tient à cœur. Et je vais maintenant passer la parole à M. Vejux, secrétaire général de l'ARS. Et je tiens à signaler d'ailleurs que l'ARS est un employeur exemplaire en matière de personnes en situation de handicap. Nous avons signé tout récemment, en juin dernier, une convention avec l'ARS des Hauts-de-France. Et voilà, un taux d'emploi à 8% mérite d'être salué ici ce matin. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, je profite de l'intervenante précédente pour ne pas toucher au micro, car elle est grande, Madame la directrice générale. Mesdames, Messieurs, je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin. Je remercie évidemment Madame Isabelle Chabot, Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale de nous avoir invités, de nous avoir conviés aujourd'hui. Bienvenue vraiment à toutes, bienvenue à tous pour cette étape du Tour de France du handicap invisible. Alors, le directeur de Sciences Po nous a accueillis aussi, mais je pense qu'il faut saluer évidemment la qualité de ces mots d'accueil. Nous sommes à l'Université de Lille, au lieu de culture, de savoir, de confrontation d'idées, de points de vue qui se prêtent parfaitement à votre ambition, à notre ambition aujourd'hui, qui est de mettre des mots sur ce qui est invisible, ce qui est tu, silencieux, encore trop marqué par nos préjugés, par nos représentations et nos appréhensions. Je remercie donc le FIPHFP, alors c'est comme ça que je dis moi, hein, FIPHFP, parce que j'ai appris à le dire ainsi. Madame la Présidente, merci de nous donner la parole, de nous permettre de nous rencontrer, de partager les expériences, les points de vue, l'innovation, l'expérimentation, et nous verrons que ces sujets sont importants aujourd'hui. Alors, je suis secrétaire général, c'est toujours assez compliqué à expliquer ce que fait un secrétaire général. Je suis essentiellement directeur des ressources humaines. Et je crois pouvoir dire, vous l'avez souligné, que nous sommes à la manœuvre depuis quelques mois pour porter des partenariats, que l'agence va nouer bientôt avec l'Université de Lille également, et dans une convention cadre. Et donc, depuis le 27 juin, nous avons ce partenariat qui est établi avec le FIPHFP. Et c'est une grande ambition pour nous. C'est aussi, voilà, vous nous mettez la pression. C'est aussi évidemment un engagement important pour les équipes de l'Agence régionale de santé. Il est assez logique, puisque nous parlons évidemment beaucoup de santé tous les jours, que nous puissions être exemplaires sur ces sujets. Dans la lutte contre le cancer, il n'est d'ambition, vous le savez, que collective. Et je voudrais aujourd'hui particulièrement saluer
les soignants présents avec nous, les représentants du centre Oscar Lambret, bien sûr, les représentants des collectivités territoriales, qui s'exprimeront dans quelques instants, les représentants des associations de patients, la Ligue contre le cancer, vous toutes, vous tous qui, ce matin, par votre présence, venus de loin, donc de Toulouse, me semble-t-il aussi, venez témoigner de votre engagement pour agir ensemble contre le cancer. En ce mois d'Octobre Rose, se mobiliser pour faire reculer le cancer est plus que jamais une urgence. Le cancer, alors, je n'ai pas donné trop de chiffres, parce que je pense que les principaux ont été dits, ou seront dits aussi, après. Mais en tout cas, un chiffre dont on peut se souvenir assez facilement. Le cancer, c'est 1000 nouveaux cas par jour. Le cancer reste la première cause de mortalité en France. Et en Hauts-de-France, nous sommes particulièrement concernés. Évidemment, notre région présente la mortalité par cancer la plus élevée des régions de France métropolitaine, à la fois pour les hommes et les femmes. Il faut accepter de bousculer nos idées reçues sur le cancer. Le cancer n'est pas la maladie des personnes âgées. Chez les jeunes, chez les actifs, ces pathologies sont en évolution croissante. Selon une étude récente, un petit peu de chiffres quand même, ces 30 dernières années, le nombre de personnes de moins de 50 ans chez qui un cancer a été diagnostiqué a été augmenté d'environ 80%. Avec 4 millions de personnes, vous l'avez dit, Madame la Directrice Générale, qui ont eu ou qui vivent avec un cancer, les enjeux pour notre société sont bien de limiter les séquelles de la maladie, d'améliorer la qualité de vie, d'éviter les ruptures de toutes sortes, familiales, sociales, professionnelles. Même si nous ne sommes pas égaux devant la maladie, évoquer le cancer, c'est parler de déterminants de santé, des facteurs de risque, de l'environnement, des modes de vie, de l'accès à la prévention, au dépistage et aux soins de spécialité en particulier. Je viens de découvrir une étude surprenante, en tout cas qui me surprend, qui dit que pour la moitié des hommes, la santé n'est pas vraiment dans leurs préoccupations quotidiennes. Étrange, certainement que c'est vrai, voilà, mais que de chemin à parcourir pour mettre la prévention au cœur de notre système de santé. Après Octobre Rose, en novembre, la campagne Movember, si je prononce bien aussi, qui nous vient depuis quelques années d'Australie, nous permettra de parler de la lutte contre le cancer de la prostate, de sensibiliser les hommes à leur santé. C'est en effet une impérieuse nécessité. Le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau, a présenté sa feuille de route au Conseil des ministres du 4 octobre. Il a insisté pour renforcer les actions d'aller vers, pour que la prévention soit accessible à tous, y compris pour les publics les plus précaires, parfois durablement éloignés du système de soins. Dans une région qui cumule les indicateurs de vulnérabilité sociale et économique, le choix de l'Agence régionale de santé est de promouvoir une approche large et transversale de la prévention au travers de son intégration dans les parcours de vie au plus près de la population et dans la variété de nos territoires. C'est toute l'ambition du projet régional de santé. Il est là aussi sur notre site internet. C'est toute l'ambition du projet régional de santé dont la concertation sur la révision pour 5 ans vient de s'achever. Cette étape lilloise du Tour de France du handicap invisible pose la question de la responsabilité des employeurs et sa place dans le parcours de soins du patient quand il est salarié. C'est toute une approche globale autour de la santé que les employeurs publics, privés doivent pouvoir mettre en place, agir pour la prévention et ses facteurs de risque, encourager le dépistage, informer sur les droits ô combien complexes, rendre favorables les conditions de maintien dans l'emploi. Tout ceci est théorique. Je sais que mes propos sont trop théoriques, trop généralistes. Alors j'aimerais illustrer de quelques initiatives que nous avons prises à l'Agence régionale de santé en tant qu'employeur. Nous avançons, comme tout le monde, sur ces sujets, à tâtons, difficilement, en faisant des erreurs, certainement, mais en essayant de construire une offre de service qui soit cohérente sur la promotion de la santé de nos collègues.
Quand nous parlons de santé, de prévention, de dépistage, nous essayons de le faire très concrètement, dans des ateliers pratiques. Par exemple, cette semaine, je remercie les collègues présentes qui nous accompagnent sur ces sujets. Nous avons mis en place des ateliers d'autopalpation sur le dépistage du cancer du sein. C'est très concret. Pour promouvoir le dépistage, nous offrons un crédit d'heure aux agents qui, sur leur temps de travail, se déplacent pour une consultation spécialisée, de mammographie par exemple. Quand c'est possible, quand l'arrêt de travail peut être programmé, nous mettons en place en amont un temps d'échange entre l'agent et les équipes des ressources humaines pour répondre à toutes leurs questions, la plupart du temps sur leurs droits. Nous organisons systématiquement un entretien de reprise après un arrêt du travail supérieur à 3 mois. Et évidemment, nous favorisons le recours au télétravail pour permettre un retour par palier, progressivement, et reprendre le rythme ordinaire. D'autres, évidemment, engagements peuvent être cités, je ne le ferai pas ici pour ne pas allonger mon propos, mais voilà parler de la formation des managers, qui est aussi quelque chose d'essentiel sur le handicap, sur la prise en charge des collègues qui rencontrent des difficultés de santé. Peut-être avons-nous, comme employeurs publics, un devoir d'exemplarité. Vous l'avez dit aussi, 20% des personnes ayant quitté leur emploi du fait de leur pathologie ne l'ont pas retrouvé 5 ans après le diagnostic. Ma conviction, comme secrétaire général, directeur des ressources humaines, est que le maintien dans l'emploi, le retour au travail après les soins doivent s'inscrire dans un environnement favorable, bienveillant, dans un ensemble d'initiatives, dans une chaîne de valeurs qui renvoie à notre modèle managérial, à nos règles de vie, à notre organisation du travail aussi. La manière dont nos organisations du travail abordent la question du cancer témoigne de leur niveau de maturité. Agir pour le maintien dans l'emploi des personnes atteintes d'un cancer, c'est agir pour l'inclusion de tous. N'oublions pas aussi tout ce qui n'est pas mesurable, ce qui peut difficilement être intégré en équation dans des dispositifs, des cadres de gestion. Je veux parler du savoir-être, de l'écoute sincère, de la disponibilité, du bon sens aussi, tout simplement, de l'attention portée à l'autre, à ses besoins, à ses attentes, à ses silences aussi, à tout ce qui fait sens dans nos relations. Si le cancer peut être considéré comme une forme de handicap invisible, notre ambition et nos actions surtout doivent être visibles, parfaitement visibles. Merci à toutes, merci à tous aujourd'hui de nous y aider. Je vous souhaite une belle matinée de travail et d'échange. Bonjour à tous, moi je suis Fleur Sagnier, chargée de mission Handipact pour le FIP en région Hauts-de-France. Et donc je vais introduire tout de suite Ada Abdelli, qui est auteur et comédien pour la série Vestiaire. Ouais, prof à Sciences Po Lille, j'aurais jamais pensé un jour finir là, donc je suis vraiment très très heureux d'être là, de vous donner mon premier cours. Je suis content de vous voir aussi nombreux et aussi nombreuses. Et je suis vraiment flatté parce que voilà, finir à Sciences Po Lille, comme quoi la télé mène à tout. Alors mon premier cours, vous l'avez compris, sera axé sur le handicap visible, parce qu'apparemment ici, tout le monde s'en fout. Donc, le handicap visible, c'est quoi? Ah ben c'est moi. Voilà. Alors on nous reconnaît facilement, on a un handicap visible. Ça se voit tout de suite. Parce qu'on nous dit que 80% des handicaps sont invisibles. Ce qui veut dire qu'on nous voit de moins en moins et qu'on ne nous voit plus. Certains parlent du grand remplacement. Ils n'ont pas tort. Enfin voilà. Alors je voudrais juste dire d'ailleurs qu'on parle beaucoup de handicap invisible et de handicap visible. Quand on a des cannes, on est un peu entre les deux parce que ça n'intéresse pas grand monde. Du coup, on en parlait tout à l'heure avec ma collègue. Par exemple, quand on sort, que c'est mouillé, voilà, quand il pleut, on a peur de tomber. Enfin voilà, c'est un peu compliqué quand on a des béquilles, c'est un autre handicap. Mais enfin bon, je ne vais pas vous raconter ma vie. Quoique, j'axerai ce cours en 2 plans. Donc dans les 2 premières heures, je parlerai de moi. Et dans la dernière heure, voilà, vous aurez 1 heure pour dire ce que vous pensez de moi. Voilà, non, je suis très heureux d'être là. C'est toujours un moment fort parce qu'on parle de sujets importants et j'essaye, vous l'avez compris, j'étais un peu la branche handicapée de l'humour. Et du coup, on va vous diffuser un épisode que j'ai écrit avec mes collègues de la série Vestiaire. Donc je suis comédien et scénariste de la série Vestiaire qui passe sur France 2 le samedi. C'est juste après Laurent Delahousse. Alors c'est pas compliqué, on nous confond. Regardez bien. Hein,
D'un coup, vous vous dites, je l'ai déjà vu quelque part. Eh bien non, c'est pas moi Laurent Delahousse, il passe juste avant moi. Donc vous allez voir un épisode qui parle de handicap invisible, comment nous, dans la série, on a imaginé le handicap invisible, et parce que dans nos personnages, on a essayé de faire entrer dans cette série le handicap invisible, parce que ça se passe dans un vestiaire de handisport, ou parasport comme on dit aujourd'hui, donc des handicaps visibles. Notre personnage s'appelle Caro, et elle oublie tout parce que c'est inspiré d'une histoire vraie. Quand elle avait 11 ans, elle a eu un AVC et du coup, elle a des problèmes de mémoire. Donc, elle oublie toujours tout. Parce qu'à 11 ans, elle a eu un AVC et donc, elle oublie toujours tout. À 11 ans, elle a eu un attaque AVC, donc elle oublie toujours tout. Et en fait, vous allez voir que là, ça ne se verra pas, mais enfin voilà, vous pouvez revivre avec elle la même situation beaucoup de fois. Donc voilà, je suis très heureux d'être là. Je vous remercie de m'accueillir et puis d'attaquer directement cette première partie.